Les délais aujourd'hui de justice sont absolument incroyables. Il faut une justice rendue au nom du peuple français pour qu'elle soit efficace. Il faut un effort sans précédent. Comment on fait pour répondre à cet effort ? D'abord, je crois qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de justice. On parle à la fois d'une institution pilier de la République et d'un service public. L'institution pilier de la République, j'ai cru comprendre que dans son volet pénal, notamment, elle fait assez peur à un certain nombre de puissants aujourd'hui. Et malheureusement, le choix des gouvernements depuis des décennies a été d'appauvrir de plus en plus, ça a été un choix politique, d'appauvrir de plus en plus cette institution, pour qu'elle soit intraitable avec les plus faibles et assez démunie en ce qui concerne le traitement des plus puissants lorsqu'ils transgressent la loi. Donc c'est un choix politique qui a été fait. Et je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on se trouve maintenant dans un état de clochardisation de cette institution, l'institution judiciaire. Alors, cette clochardisation, elle se traduit par différentes choses. D'abord, par des délais de jugement qui sont tout à fait intolérables. Je parle sciemment de jugement en matière civile. Oui, c'est-à-dire que quand tu dis que les délais sont considérables, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas assez de magistrats pour traiter le stock d'affaires et les affaires en cours. Voilà, pas assez de magistrats, pas assez de fonctionnaires de justice, de greffiers, oui. D'agents administratifs, parce qu'un magistrat seul n'est rien. Donc il lui faut évidemment un greffier et des fonctionnaires autour de lui. Donc l'institution judiciaire, le ministère de la Justice emploie 100 000 personnes aujourd'hui. 25 000 à peu près dans les tribunaux, et puis il y a le reste, c'est l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Le coût du malheur, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, est véritablement notre lot quotidien. Et le coût du malheur, il se résume par des délais de jugement insupportables. Quand on divorce et qu'on doit attendre 1 an pour avoir une décision en première instance de divorce le plus simple possible. C'est insupportable. Y compris le divorce par consentement mutuel. Donc. Divorce par consentement mutuel le plus simple. La configuration la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de litige sur les enfants, sur des biens considérables, etc. 1 an pour obtenir cette décision, ça veut dire que chacun est astreint en quelque sorte à rester dans le logement, parce que le logement c'est un bien tout à fait important pour chacun, et que les banques par exemple ne prêtent pas lorsqu'on n'a pas la décision de divorce. Lorsqu'on est en même temps en situation de surendettement par exemple, et qu'il faut attendre 15 mois pour avoir une décision en la matière, lorsqu'on est en délicatesse avec son patron et qu'il faut attendre en première instance jusqu'à 18 mois pour avoir la première décision en matière prud'homale. J'indique d'ailleurs que la France, l'État français, est régulièrement condamné pour délai déraisonnable en matière prud'homale, de rendu de jugement. Donc tout cela est totalement insupportable. Il est insupportable aussi de voir des audiences de comparution immédiate qui peuvent se terminer à 2h, à 3h du matin. Voilà. Donc ça, c'est la justice qui s'abat sur les plus pauvres, et au détriment à la fois du droit des gens et du droit des victimes. Ne l'oublions pas, parce que des jugements à la va-vite en matière pénale, en comparution immédiate, dans de très mauvaises conditions, de nuit, avec des magistrats exténués, c'est tout à fait Hélène, insupportable. Il faudrait combien de magistrats peut-être que Marie peut répondre, mais toi qui connais le problème, on arrive à évaluer le besoin en la matière ? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais d'abord souligner que la France insoumise est tout de même le seul mouvement politique à prendre la mesure de l'urgence en la matière et la mesure des besoins. La mesure des besoins, c'est effectivement de doubler le nombre de magistrats. Aujourd'hui, il y a 8600 magistrats en juridiction. Il faut doubler le nombre de magistrats. Et le graphique qui est là est tout à fait intéressant, puisque effectivement, nous pouvons doubler le nombre de magistrats et puis augmenter considérablement
le nombre de greffiers, parce que, encore une fois, il faut le faire de manière parallèle. Je n'oublierai pas non plus de parler des besoins en matière d'aide juridictionnelle, parce que ça ne figure pas là sur le slide, mais c'est tout à fait important. C'est l'accès au droit. C'est l'État qui permet aux plus pauvres d'avoir accès à un avocat. Et je crois qu'il faut parler enfin des besoins en matière de protection judiciaire de la jeunesse. C'est un service d'État qui a été totalement massacré, on va dire, par les gouvernements précédents. Alors on connaît un autre État misérable, on va dire, en matière judiciaire, c'est plutôt la question pénitentiaire, c'est-à-dire les prisons. Bernard, tu as peut-être quelque chose à en dire. Alors, je rebondirai sur ce que dit Hélène. D'abord, il est quand même assez inadmissible qu'un État comme la France soit très régulièrement condamné, y compris pour la manière dont il traite ses prisonniers. Alors, sans doute que beaucoup de ceux qui nous écoutent se disent, bon, après tout, ils sont en prison, ils font leur peine, et c'est pas un hôtel 4 étoiles. On se souvenait des prisons 3 étoiles dont on parlait dans les années 70. Il n'y en a pas. Que les choses soient claires, il y a des prisons inhumaines où les normes les plus basses, l'idée d'avoir, je crois que c'est 5 mètres carrés par prisonnier, on s'imagine vivre dans 5 mètres carrés, ne sont absolument pas respectées. Tu veux dire même pas? Même pas respectée, même pas. La surpopulation carcérale est sans aucun doute une des choses les plus honteuses de notre pays, parce que ça a des conséquences. Il faut bien voir que quelqu'un qui arrive en prison et qui se retrouve à 3, 4 par cellule pour des périodes longues, c'est effectivement une déchéance humaine progressive qui s'installe, c'est l'incapacité de réinsérer, c'est donc d'un certain point de vue, soit l'école de la récidive, soit pour d'autres, l'école du radicalisme religieux qui peut s'instaurer parce qu'on se raccroche à ce à quoi on peut se raccrocher. Et évidemment, dans ces cas-là, la spiritualité religieuse peut être une des choses, et non pas hélas, c'est le choix de chacun, mais sa radicalité en prison est y compris un enjeu, on en reparlera peut-être, de sécurité. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille augmenter les places de prison, ce qui rajouterait encore, comme beaucoup le proposent. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter notre politique pénale aux réalités. C'est qu'il y a en France, c'est une autre raison pour laquelle nous sommes condamnés, beaucoup trop de détention préventive, qui s'applique en souvent aux petits délits, aux petits délinquants, comme on dit, qui représentent sans doute un trouble à l'ordre public, mais pas d'une nature telle qu'on C'est quoi un petit délit, un petit délinquant on peut être en préventive au bout de du deuxième scooter. Voilà. Surtout si on a plus de 18 ans. Si on a moins de 18 ans, peut-être qu'on attendra le troisième. Et donc là, on part effectivement en prison. C'est très pervers parce que du coup, le juge est confronté à quelqu'un qui est déjà en prison quand il l'auditionne. Alors après, c'est chaque juge en conscience. Mais le plus souvent, on condamne à la durée de la préventive qui a été faite. Pour comme ça, tout le monde se dit, bah, ok, les choses sont réglées. Il a fait 6 mois de prison en préventive en attendant son jugement. On le condamne à 6 mois, il ressort après l'audience. Personne n'est content parce que les gens pensent que la justice a été laxiste, puisqu'il ne retourne pas en prison. Et lui, il se dit, bah, j'ai fait 6 mois alors que j'aurais pu ne pas les faire. Il faut donc trouver des substitutions à tout ça. Et il faut, deuxième point, et c'est là où il y aura sans doute un coût, mais ça rentrera dans le coût global du programme d'investissement, les prisons ont besoin d'être refaites à dimension humaine, c'est-à-dire à être réhumanisées en termes de vétusté, de sanitaire, de locaux, de douches qui ne soient pas des douches collectives. Enfin, les choses ont évolué depuis, progressivement depuis le 19e siècle et les bagnes pour enfants dont on parlait au 19e et depuis le bagne tout court jusqu'aux années 40 quand même. Hein. Tu voulais ajouter quelque chose, Hélène? Oui, je crois qu'il est important également de parler de l'aspect rénovation des juridictions. Parce qu'on parle, et à bon droit, de la rénovation des prisons et de leur humanisation, d'une manière générale, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons un nombre tout à fait important de tribunaux qui prennent l'eau, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il pleut à l'intérieur des bureaux. À l'image des prisons. On ne peut pas juger sereinement avec une rigole dans le dos, comme ça arrive à beaucoup de magistrats, et ça donne une image absolument désastreuse de la République et de la manière dont on rend la justice en ce pays. Jean-Luc, réformer la République passe aussi par une réforme de la justice. On continue d'en parler. Je veux m'attarder sur ce point parce que nos amis viennent de s'exprimer de manière très claire, mais je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent quelle est la philosophie d'un républicain concernant la prison. La prison, c'est une peine de privation de liberté. Ce n'est pas une peine de torture, de promiscuité, de saleté, et ainsi de suite. Et l'idéal des républicains, c'est que par rapport à l'ancien régime,
où la prison et l'enfermement étaient le moment de l'infamie, c'était ça la punition, dans notre conception, chaque personne humaine est redressable et perfectible. Donc la prison est le temps de cette réhabilitation individuelle. Ça devrait être ça. Et c'est le contraire, comme vous l'avez très bien décrit, ça n'a plus rien à voir avec ce à quoi nous croyons. Et je sais que quand on écoute parler de prison et d'emprisonnés, les gens ont à l'esprit ce dont ils ont eu à pâtir eux-mêmes et ce dont on a à souffrir soi-même. On imagine qu'il faut en punir le plus durement possible ceux qui sont rendus responsables. Même si, en y réfléchissant après plus sereinement, personne ne serait d'accord avec les conditions dans lesquelles les prisonniers sont maintenus aujourd'hui. Et il faut voir aussi l'aspect destructeur sur les familles. Alors vous pourrez me dire, bon, bah, comme il est condamné, mais je le redis, il est condamné à la prison, pas à la torture. Et la famille n'est pas condamnée à la prison. La famille, les enfants ne sont pas condamnés à être privés de leurs parents. Et tout ça, nous devons le prendre en compte si on veut faire une société qui soit réellement une société humaine. Parce que si on se donne pour objectif la réhabilitation morale du condamné, alors on agit tout autrement par rapport à lui, mais aussi par rapport à son retour dans la société. Voilà. Et mon dernier mot, c'est pour dire qu'avoir un système judiciaire qui est dans un état pareil ne peut convenir qu'à des gens qui ne sont pas au courant. Car n'importe quel Français, quelle que soit son opinion politique, je veux dire qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, voire même d'extrême droite, aucun d'entre nous ne peut imaginer une société où la justice ne serait pas rendue par l'État, par un système officiel. Bien. Eh bien, comment peut-on rendre la justice? J'ai vu, moi, des couloirs de tribunaux avec des piles de dossiers qui sont dans les couloirs. J'ai vu ce que tu as décrit il y a un instant, l'eau qui tombe et les cuvettes. Bon, qui peut accepter que la 5e puissance économique du monde vive dans des conditions qui sont une honte pareille pour notre système? Donc, encore une fois, ce qui coûte le plus cher, c'est la négligence, les économies de rapia et la diminution de l'humiliation de notre pays d'avoir un tel système. Je rappelle qu'en toute chose en politique, en toute chose, tout est affaire de principe qu'on met au poste de commande. Soit c'est l'économie, soit c'est la justice. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Oui, et puis la question d'une justice comme ça appauvrie et négligée, méprisée, ben, ça pose finalement, par retour, des problèmes de sécurité. Donc je propose qu'on regarde une vidéo sur ce thème pour passer au deuxième temps de cette table ronde. La sécurité mérite mieux que les coups de menton et les effets d'annonce sans conséquence. Nous refonderons donc la politique de sûreté et de sécurité de notre pays. La politique du chiffre et de surenchère liberticide a cassé le lien entre notre peuple et sa police, alors que la police républicaine est là pour garantir notre sûreté. Nous avons besoin d'une réelle police de proximité, attachée à un territoire et proche de la population. Elle sera plus efficace et humaine. Nous refonderons son code de déontologie et ses pratiques. Depuis 2007, la police, c'est 10 000 postes en moins. Plus de la moitié des écoles de police sont fermées. Le manque de moyens est criant. Les agents sont surmenés. Il faut en finir avec la politique du chiffre. Recruter 10 000 agents, c'est 355 millions d'euros. Nous voulons aussi investir dans la rénovation des locaux et accorder de nouveaux moyens matériels. L'état d'urgence permanent ne sert à rien. Le seul recours à la technologie est une illusion. Nous remettrons la raison et l'humain dans la lutte antiterroriste. La corruption, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, les réseaux mafieux et terroristes, c'est plusieurs milliards d'euros par an qui circulent hors de tout contrôle. Nous lutterons efficacement contre, par une loi cadre contre la corruption et les conflits d'intérêts, le contrôle de la circulation des capitaux et le renforcement des douanes. Une police républicaine au service du peuple. Voilà de quoi le pays a besoin. Voilà de quoi le pays a besoin, et sacrément besoin en ce moment en particulier. On connaît le contexte de l'affaire Théo. Peut-être que François Pirenne, tu pourrais nous éclairer sur cette question de police, mais aussi, on le verra, d'un problème particulièrement prégnant aujourd'hui, qui est la question du terrorisme, qui est une question liée, évidemment. Bien sûr, les problèmes se posent également avec la même acuité dans les services de sécurité dans leur ensemble. Dans l'actualité, ces dernières années, je dirais ces 10 dernières années, c'est surtout matérialisé dans 3 directions. D'une part, la baisse des effectifs. On a tous les chiffres en tête. De 12 500 postes budgétaires supprimés entre 2007 et 2012. Une partie a été rattrapée depuis, mais pas complètement. Deuxièmement, une plus grande visibilité de la menace terroriste, 236 morts depuis 1 an et demi. Et troisièmement, je dirais une massification de la délinquance financière et fiscale
ainsi qu'une complexification des enquêtes criminelles. Alors, ce que nous allons proposer, c'est d'une part un rattrapage des effectifs. Il manque à peu près 3000 personnels actifs pour revenir à l'étiage des personnels de police et de gendarmerie tel qu'il était en 2007, qui était un étiage, je dirais, raisonnable et qui nous situait dans la moyenne européenne en termes de ratio police-population. Donc, à ces 3000 fonctionnaires de personnel actif, nous allons ajouter 5000 agents administratifs qui permettront d'achever ce mouvement général de remise sur le terrain des personnels actifs afin que les tâches indues, enfin je dirais administratives, soient vraiment effectuées par des personnels formés pour ça. Et puis nous compléterons avec des personnels de police technique et scientifique. Ça permettra donc d'atteindre ce chiffre de 10 000 euros. Tu veux dire de 10 000 policiers? De 10 000 policiers et de gendarmes. 10 000 policiers et gendarmes, voilà, et qui permettront de revenir à un niveau, au niveau de 2007. Sur le chiffrage, Marie, quelques précisions sur les chiffres que nous voyons ici. Formation portée à 2 ans, personnel de police et de gendarmerie, plus 10 000, et le chiffre qui est accompagné. Le chiffre, effectivement, que vient d'énoncer François est celui de 10 000 et nous permet de non seulement amorcer la compensation de ce qui a été perdu, mais en plus d'aller beaucoup plus loin par rapport aux besoins de sécurité républicaine. Je voudrais en profiter aussi pour venir en appui de ce que nous avons dit tout à l'heure sur les questions de justice également, et pour étayer les propos qui ont été tenus par Hélène et par Jean-Luc. D'un point de vue juste chiffre un peu froid, c'est que la part du PIB consacrée à la justice aujourd'hui en France est de 0,197%, alors que la moyenne européenne est 0,333. Donc oui. Là, on mesure bien la part que la justice a dans notre PIB, qui la place au 37e rang sur 35 au niveau de l'ensemble 45. Qu'est-ce que j'ai dit 45, pardon. 37e sur 35, ça aurait été bizarre, effectivement. Donc 37e sur 45 dans l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe. Et on voit bien que si on fait le ratio du personnel par habitant, on est à chaque fois en dessous de la norme européenne. Donc c'est très important de pouvoir ainsi créer les 20 000 postes dont on a besoin dans le personnel de la justice, que ce soit la magistrature ou les greffiers, mais également en plus, c'est un chiffrage supplémentaire, les 10 000 policiers et les 10 000 agents de la gendarmerie et de la police dont on a besoin. Peut-être que François peut reprendre le fil de ce que tu disais sur, en particulier, la question du terrorisme. Alors, la question du terrorisme, nous considérons que la lutte antiterroriste devrait pouvoir s'organiser désormais à budget constant pour le prochain quinquennat. Tout ça pour une raison bien simple, c'est que malheureusement, du fait des attentats, les services spécialisés ont déjà bénéficié d'un certain nombre de renforts, d'une part en 2013, d'autre part dans l'immédiate après Charlie, avec le plan de lutte antiterroriste, dans l'immédiate après Bataclan, avec le pacte de sécurité, ce qui a abouti par exemple à renforcer la DGSI de 1200 personnels, de renforcer le renseignement territorial de 600 personnes, les ex-renseignements généraux, la DGSE, les douanes, etc., la préfecture de police, ont bénéficié d'un renfort de plusieurs centaines d'agents et d'autre part de 500 millions d'investissements dans les infrastructures informatiques notamment. Donc on va laisser les services déjà digérer ces renforts, d'une part, et puis d'autre part leur proposer une nouvelle doctrine dont il n'est pas prévu de discuter ici aujourd'hui, mais que nous discuterons plus tard, voilà, et qui devrait se faire à budget constant et ne devrait pas coûter de budget supplémentaire. Rapidement. Oui, très rapidement, si je peux me permettre. Quand on parle de police, évidemment, on parle aussi d'êtres humains, des policiers, et puis des personnes qui ont affaire à la police. Il y a 4 missions principales à la police, le maintien de l'ordre, la police urbaine, le renseignement et la police judiciaire pour les affaires les plus complexes à élucider. Et ces 4 missions sont toutes
quatre fondamentales, mais ce qui pêche le plus, si je puis dire, aujourd'hui, c'est le manque de moyens et d'effectifs pour réinstaurer une véritable police de proximité au sens propre du terme, qui est pour mission de maintenir la paix publique, la tranquillité publique, et ne soit pas avant tout des forces de l'ordre. Donc il faut que les gardiens de la paix, en quelque sorte, reprennent toute leur place. Et si la police de proximité n'avait pas été supprimée, peut-être, je dis bien peut-être, c'est du conditionnel, que l'affaire Théo n'aurait pas existé. Absolument. Je crois que dans les personnels, les 3000 personnels actifs qui restent à recruter dans le prochain quinquennat devront être prioritairement affectés, d'une part, à la délinquance en col blanc et d'autre part à la police de proximité afin de retisser ce lien police-population dont on voit aujourd'hui qu'il souffre d'un manque de concrétisation en quelque sorte. Oui, retisser et ne jamais oublier que pour qu'une police ait de l'autorité, il faut d'abord qu'elle soit irréprochable. Et de ce point de vue-là, le contexte de l'affaire Théo, comme d'autres avant, nous rappelle que trop souvent, les choses ne vont pas à leur terme lorsqu'il s'agit des policiers, pour des raisons, y compris de protection entre eux, qui sapent même l'autorité de la police et qui sapent autant que d'autres délits, si ce n'est plus, l'autorité nécessaire pour le maintien de l'ordre. Hashtag JLM chiffrage. Alors, on n'a pas le temps de poser là en direct toutes vos questions, mais croyez-moi que l'ensemble des personnes qui sont là sur cette table y répondent et depuis le début de cet après-midi. Et cette question pour vous, bonjour, comptez-vous faire quelque chose avec la loi pro-corruption qui a été votée cette semaine? On va rappeler le principe de cet amendement qui est tout simplement scandaleux et je pèse mes mots, Hélène. Oui, alors c'est un amendement, on va dire, Sarkozy en a rêvé et c'est sous Hollande que ça se concrétise malheureusement. Et lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, au tout dernier moment. Alors c'est un amendement qui porte effectivement sur, en quelque sorte, la prescription des faits de corruption, hein, de délinquance économique et financière. Alors les députés ont décidé d'allonger, de doubler les délais de prescription pour l'ensemble des infractions, mais pour les infractions économiques et financières, ils ont trouvé le moyen de faire partir le point de départ de cette prescription, non pas, comme c'était le cas depuis des années, au jour où cette infraction est découverte au grand jour, hein, et rendue publique, mais à partir du moment où cette infraction a cessé, donc parfois depuis des années. Alors, ça veut dire que, par exemple, dans une affaire qui défraie la chronique aujourd'hui, tout un pan de l'affaire Fillon serait aujourd'hui prescrite. Alors, que comptez-vous faire? C'est très simple, abroger. La réponse est là, abroger. Merci beaucoup.